Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Notre blog, nom de domaine, pour que ça soit plus simple pour vous, www.ceci-info91.com. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Mes très chers amis, bien le bonjour. C'est encore une fois Pascal Cusson parmi vous pour la chaîne Ceci Info 91 de mon meilleur ami et frère de cœur Alain Leclerc, chaîne destinée aux mal et aux non-voyants pour leur offrir toutes sortes d'infos sur une foultitude de sujets pouvant les intéresser. Aujourd'hui, nous poursuivons dans la grande saga Histoire du monde, dans le volet intitulé Le Proche et le Moyen-Orient. C'est le numéro 3. Et plus précisément sur le survol de leur peuple, hein, les peuples de cette région. C'est le fascicule dièse 3 lui aussi, qui s'intitule Les Égyptiens. Section 1. Le pays du bord du Nil. L'immense désert du Sahara s'étend à travers l'Afrique du Nord, les chaînes du Maroc à la mer Rouge. De la région tropicale des lacs d'Afrique orientale, le Nil traverse le désert du sud au nord jusqu'à la Méditerranée. Pendant les derniers 1000 km, le fleuve coule dans une vallée bordée des deux côtés de hautes falaises. Puis, 160 km avant d'atteindre la mer, il se divise en deux, formant ainsi la grande plaine triangulaire que l'on appelle le delta du Nil, parce que sa forme rappelle la lettre grecque delta. Fin de la section 1. Section 2. Les crues du Nil. Chaque année, les pluies tropicales en Afrique orientale font déborder le Nil, qui entraîne un limon fertile et le dépose sur ses rives tout le long de la vallée et du delta lui-même, entièrement constitué de ce limon. De riches récoltes de céréales poussent dans la terre noire de l'étroite vallée et du large delta du Nil. Des deux côtés, au-delà des falaises, s'étend le désert. De nos jours, de grands barrages contrôlent les crues du Nil et retiennent le limon. Autrefois, une maigre crue signifiait l'absence d'eau pour les récoltes, donc rien à manger. Une crue trop abondante emportait des villages entiers et des troupeaux de bétail. Pour irriguer la plus grande surface possible, les anciens Égyptiens ont construit des canaux et des rigoles d'irrigation à travers leurs champs. Fin de la section 2. Section 3. Transport. Les Égyptiens ont très vite appris
à faire des bateaux. D'abord, ils firent des canoës avec des tiges de papyrus, puis de plus grands bateaux en bois. À leur bord, ils parcouraient le Nil, ramant avec le courant lorsqu'ils descendaient le fleuve et laissant le vent du nord gonfler leurs voiles quand ils naviguaient à contre-courant. Le Nil a ainsi été, de tout temps, l'artère principale de l'Égypte. Le reste du pays a aussi son importance. Le désert et la péninsule du Sinaï ont fourni à l'Égypte des métaux, comme le cuivre et l'or, et des pierres pour la construction des pyramides et des temples dans la vallée du Nil. Fin de la section 3. Section 4. Un pays avec une histoire. Au début, il y avait 2 royaumes en Égypte. Celui de la vallée du Nil, qui est en Haute-Égypte, et celui du delta du Nil, qu'on appelait la Basse-Égypte. Mais avant l'an 3000 avant Jésus-Christ, un roi de la vallée a vaincu un roi du delta et est devenu roi de toute l'Égypte. Il a construit sa capitale, Memphis, là où la vallée s'élargit pour former le delta. Ménès, tel était son nom, a fondé la première dynastie des pharaons. Depuis, 30 autres se sont succédés à la tête de l'Égypte pendant les 30 siècles suivants. Durant cette longue période, l'Égypte a connu 3 époques de gloire. 4.1 L'Ancien Empire. Ce fut la première époque de gloire de l'Égypte qui dura de 2600 à 2200 avant Jésus-Christ, l'époque où les rois firent construire ces énormes tombes de pierre qu'on a appelées les pyramides. Puis l'Égypte s'affaiblit et se divisa à nouveau en 2 royaumes rivaux jusqu'à sa réunification par un prince de Thèbes. 4.2 Le Moyen Empire. C'est la dynastie de ce prince et la suivante, la 12e, qui ont régné pendant cette période de 2060 à 1786 avant Jésus-Christ. Ces pharaons puissants ont colonisé la Nubie, que l'on appelle aujourd'hui le Soudan, au sud de l'Égypte, pour se procurer de l'or et d'autres produits africains. En améliorant le système d'irrigation, ils ont augmenté les récoltes, par conséquent aussi la richesse du pays. C'est probablement à cette époque que le patriarche biblique Abraham s'est rendu en Égypte parce qu'il y avait une famine en Canaan. D'autres ont suivi son exemple. Certains y sont même restés. Certains ont été promus à d'importants postes gouvernementaux. D'autres ont eu moins de chance et sont devenus domestiques ou esclaves. Après la 12e dynastie, de 1786 à 1550 avant Jésus-Christ, régnèrent des rois plus faibles,
C'était probablement l'époque où Joseph est venu en Égypte, suivi un peu plus tard par sa famille. Des princes étrangers, établis à l'est du delta, se firent rois de toute l'Égypte. On les a appelés les Hyksos. Ils furent les pharaons, ils s'autoproclamèrent pharaons et fondèrent la 15e dynastie. Mais des princes égyptiens venus de Thèbes finirent par les expulser et par réunifier l'Égypte une fois de plus. Section 4.4. Le Nouvel Empire. Ces pharaons ont aussi placé le pays de Canaan et la Nubie sous leur domination. La période du Nouvel Empire a duré de la 18e à la 20e dynastie, c'est-à-dire de 1500 à 1070 avant Jésus-Christ. Les rois de cette dynastie ont mené de nombreux combats en Canaan et en Syrie. Ils ont construit des temples géants, dont les plus importants étaient à Memphis, leur capitale, et à Thèbes, leur ville sainte. Entre-temps, les Hittites firent la conquête d'une partie de l'Empire égyptien en Syrie. Une nouvelle lignée de pharaons essayèrent de leur reprendre les provinces perdues, surtout Séti Ier et son fils Ramsès II de la 19e dynastie, c'est-à-dire au 13e siècle avant Jésus-Christ. Ces rois étaient de grands constructeurs. Originaires du delta, ils bâtirent une nouvelle ville royale qui se nomma Pi-Ramsès. C'est celle que l'on appelait la Ramsès dans le livre biblique de l'Exode au chapitre 1, à l'est du delta du Nil. Ce fut le point culminant de l'oppression des Hébreux. Les pharaons les accablaient de travaux d'esclavage, et l'époque où Moïse les fit sortir d'Égypte, voir le livre de l'Exode. Un peu avant l'an 1200 avant Jésus-Christ, un autre pharaon, Mérenptah, qui était le fils de Ramsès II, envoya des troupes en Canaan et y bâtit plusieurs peuplades. Parmi elles figure Israël, qui était déjà établi en Canaan à cette époque-là. Après l'an 1200 avant Jésus-Christ, il y eut de nombreux bouleversements dans ces régions. Les peuples de la mer renversèrent l'empire hittite et la plupart des royaumes de la Syrie et de Canaan. Ramsès III repoussa les envahisseurs des frontières égyptiennes au cours de 2 batailles acharnées sur terre et sur mer. Un de ces peuples était les Philistins. Après Ramsès III, la 20e dynastie et l'empire égyptien perdirent de leur pouvoir. Des rois faibles gouvernèrent mal à une époque où régnait la famine. Fin de la section 4. Section 5.
Décadence de l'Empire égyptien. L'Égypte n'a plus jamais retrouvé son ancienne gloire. En 925 avant Jésus-Christ, Sheshonq I, qu'on appelait aussi Shishak, ainsi que Roboam, roi de Juda, et Jéroboam, roi d'Israël, les Égyptiens ont inscrit le récit de cette victoire dans les temples de Karnak. Mais leur puissance fut de courte durée. 200 ans plus tard, ni le pharaon Sceau, ni le pharaon Tsiraka ne purent aider les rois hébraïques à lutter contre la Syrie. Et le pharaon Ophra n'a pu, lui non plus, assister Sédécias, le roi Sédécias, en 588 avant Jésus-Christ, contre les Babyloniens. À partir de 525 avant Jésus-Christ, l'Égypte fit partie, comme ses voisins, de l'Empire perse, regagnant par moments son indépendance. Par exemple, vers 200... par exemple, sous les 28e à 30e dynastie pharaonique, jusqu'à sa conquête par Alexandre le Grand, de 332 à 300... pardon. Puis lui en 332 avant Jésus-Christ. Pardon. Bon. Après lui, les Ptolémées, souverains macédoniens, régnèrent sur l'Égypte jusqu'à la venue de l'Empire romain. Bon, quelques petites références si vous voulez plus d'informations aussi, des références par exemple bibliques, confirment tout ça. Il y a Livre de la Genèse, chapitre 12, versets 10 à 20, ainsi que les chapitres 37 à 50. Le livre de l'Exode, chapitre 1, verset 14, le livre 1 Roi, chapitre 14, versets 25 à 27, le livre de 2 Rois, chapitre 17, verset 4, il y a aussi le chapitre 17, verset 9, le livre de Jérémie, chapitre 37, versets 5 et 7, le chapitre 44, verset 30. Fin de la section 5, section 6, la vie en Égypte. Ça. Le pharaon était le chef suprême de l'Égypte. Il était secondé par ses grands, y compris aux sages auxquels il faisait appel pour interpréter ses songes. Le pays était divisé en provinces. Chacune avait son chef-lieu de son administration et de son approvisionnement. La plupart des Égyptiens étaient des fermiers. Ils cultivaient des céréales et élevaient du bétail, dépendant ainsi tous du Nil. Tel était l'arrière-plan du rêve du pharaon expliqué par Joseph
dans les derniers chapitres du livre biblique de la Genèse. Les songes étaient pris au sérieux par tous. On écrivait même des livres sur leur interprétation. L'écriture égyptienne était d'abord une série de signes qu'on appelle les hiéroglyphes, représentant les sons de leur langue. Le hibou, le hibou, le M, la bouche, le R, etc. Quand on se mit à écrire sur du papyrus, une ancienne forme de papier, on se servait d'une écriture plus cursive qu'on appelle le hiératique ou le démotique. Les Égyptiens ont écrit des histoires, des poésies, des livres sapientiaux comme les proverbes dans la Bible, par exemple. Ils n'ont pas écrit le livre des proverbes de la Bible, mais des proverbes semblables, des maximes. Ils ont écrit des fables, comme celle d'Ésope, que plus tard le grand Jean de La Fontaine a repris et modernisé selon sa propre époque, ainsi que des lettres. Des listes et des comptes. Égyptiens et étrangers étaient astreints à la corvée, surtout à la fabrication de briques. On mélangeait de la paille à l'argile pour améliorer leur qualité. De nombreux jeunes étrangers étaient élevés, comme le fut Moïse à la cour, recevant une bonne éducation et occupaient différents postes. Comme Moïse et les Hébreux, d'autres ont essayé de fuir l'Égypte. Tous ces détails figurent dans les papyrus de l'époque égyptienne. On peut retrouver ça aussi des fragments de cette histoire d'Égypte dans la Bible, dans le livre biblique de la Genèse au chapitre 40, ainsi qu'au chapitre 41, dans le livre de l'Exode, chapitre 1 à chapitre 14. Fin de la section et fin du fascicule sur les Égyptiens. J'espère, mes amis, que tout cela vous a plu. Moi, j'ai bien apprécié. C'est toujours intéressant de parler de l'histoire. Ainsi, pour savoir où on s'en va dans le futur, il faut savoir de d'où on vient dans le passé. Donc, l'histoire n'est pas une science morte, mais une science toujours vivante, car nous sommes là aujourd'hui. Donc, nos ancêtres méritent qu'on se souvienne d'eux, peu importe nos origines, nos cultures, nos coutumes, nos langues. Après tout, nous formons qu'un village global, qu'une grande famille humaine qui doit apprendre à vivre les uns avec les autres, en paix, en justice et en liberté. Donc, c'est encore Pascal Cusson qui était bien heureux d'être avec vous. Jusqu'à la prochaine fois, gardez courage, prenez bien soin de vous. Bye bye. Ciao. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Et puis n'oubliez pas, on a notre blog maintenant avec un nom de domaine www.ceci-info91.com. Ceci Info 91, il y a un S à info bien sûr. Bye bye les filles, salut les gars, à bientôt.